Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour la suite des cours. Euh, je pense que tout le monde voit l'écran aussi. Merci de me le confirmer avant qu'on ne poursuive. Peut-être que vous voyez bien l'écran? Oui, on voit bien reçu. D'accord, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous allons parler du dossier clinique d'Open Clinic, outil avec lequel vous avez eu la chance de parler du dossier administratif et financier dans le précédent cours. Tout cela était en lien avec la thématique qu'on a abordée sur le dossier médical de façon globale ou le dossier de santé qui, on se rappelle, avait différentes composantes. Donc, c'est des cours qui sont basés sur des cas pratiques, donc d'exemples d'outils qui gèrent ces aspects. C'est bon à savoir parce que ça permet au moins de voir à quoi cela ressemble quand on parle de dossier médical électronique. Donc, dans ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ça plutôt une démonstration sur l'outil Open Clinic d'un point de vue clinique. Mais avant, on va peut-être se rappeler de deux, trois choses juste pour nous mettre en contexte. Par exemple, se rappeler de la définition du dossier médical de façon globale, mais aussi se rappeler de ce que c'est Open Clinic en fonction de ce que vous avez déjà vu. Et par après, nous allons illustrer un cas où nous allons échanger, remplir les différentes fiches dans OpenClinic. Et je voudrais bien aussi parler de trois autres choses, notamment les stratégies de plein de traitement, qui sont les outils qui peuvent bien aider le médecin de première ligne. Ça permet de faciliter la prise en charge et surtout d'orienter. Ça peut être utilisé non pas seulement par les médecins, mais par le personnel de santé qui souvent n'a pas une certaine expertise ou une certaine expérience dans la prise en charge des cas compliqués. Donc, le SCP va aider dans ce sens-là. Ensuite, l'assistant clinique va permettre à l'utilisateur d'avoir un certain nombre d'éléments ou d'outils qui va l'aider, que ce soit dans la prescription médicale ou alors dans la complétude des éléments pour un diagnostic. Et finalement, Ipirezi, je pense que vous l'avez déjà entendu lors du cours sur la médecine du futur, qui est ici comme étant une sorte d'intelligence artificielle de l'outil OpenClinic. Donc, je voudrais que sur ce plan-là, on va aborder le cours de la journée. Et le premier appel est en lien avec la notion du dossier médical. On l'avait vu au début de ce séminaire-là, que le dossier médical, d'après la définition de Roger France, définition que je trouve assez complète, est une mémoire écrite des informations cliniques, biologiques, diagnostiques et thérapeutiques des malades, à la fois individuelles et collectives, et qui est constamment mise à jour. Alors, la complétude de cette définition, on se rappelle bien, vient du fait que les différents éléments qui composent le dossier sont les éléments que nous retrouvons le plus souvent, donc des symptômes, des informations cliniques de façon globale, des informations biologiques à l'issue des explorations que nous allons faire, les diagnostics retenus dans le dossier, le plan de traitement donné aux malades. Et par-dessus tout, le rôle de mémoire donc, qui vous permet à vous, praticiens, de retrouver ce qui a été fait dans le temps et vous permettant donc de continuer le soin pour les malades. Et on comprend bien que le dossier évolue. Le dossier évolue au fur et à mesure que les informations sont ajoutées, au fur et à mesure que la maladie va évoluer nettement. Le plus souvent, on sait bien dans le sens de l'amélioration. Tout cela va donc générer de l'information qui sera ajoutée dans le temps au dossier. Et ces dossiers aussi, on va parler de sa propriété. Est-ce que c'est pour une seule personne, notamment la personne qui l'a créé, donc vous praticiens, ou alors ça appartient aussi en partie au patient ou à l'établissement dans lequel le dossier a été créé ou le malade a été vu. On a bien vu que le dossier est partagé. La responsabilité du dossier est partagée. Toutes ces trois parties ont une autorité là-dessus.
en ne mettant pas le fait que l'établissement de soins a des obligations en termes de conservation du dossier médical selon la loi édictée dans les pays. Pour le cas du Mali, c'est une conservation d'au moins 10 ans dans l'établissement de soins. Et cela sous-entend un dossier gardé dans des bonnes conditions, retrouvables, utilisables à tout moment. Mais d'un pays à un autre, ces réglementations peuvent changer, mais dans tous les cas, le dossier doit être conservé par l'autorité de santé qui a la généralité. Et le malade, le bénéficiaire, peut aussi avoir le droit de décider qui peut consulter son dossier dans l'équipe de personnes soignantes. Ça, c'est une habilitation qu'il a. Et le médecin aussi qui a créé ce dossier pour la première fois, bien entendu, a aussi le droit, bien sûr, de regarder. Et on s'est bien mis d'accord que la consultation du dossier médical va dépendre du rôle que le personnel joue. Quand on est dans une équipe soignante et qu'on doit soigner le malade, donc il est important dans ces cas-là de consulter ce qui a été écrit dans le dossier afin de continuer la prise en charge de ces malades-là. Autrement, quand on n'est pas dans l'équipe soignante du malade, on ne voit pas le lien direct de consulter ce dossier-là si on n'a pas été invité à donner un avis. Et dans tous les cas, les insuffisances dans l'accès au dossier, si elles ne sont pas couvertes par la technologie, elles sont couvertes par la déontologie et l'éthique qui est tout autour de la pratique médicale. Ça, après, on a vu que le dossier de santé du patient était un ensemble. Il y a différents sous-dossiers qui composent ces grands dossiers-là. Vous avez déjà vu le dossier administratif, vous avez déjà vu le dossier financier. Ici, ce schéma, on peut le comprendre par dossier comptable. Le dossier d'assurance aussi, vous l'avez certainement vu parce que c'est en lien avec le dossier financier. On sait que pour les frais de soins, si on bénéficie d'une assurance, la part patient n'est pas la même chose. Et c'est important pour l'établissement aussi pour des questions de remboursement des frais des patients qu'ils soignent. Nous, on va aujourd'hui mettre l'accent sur les aspects cliniques, sur l'aspect médical, en essayant de parcourir un certain nombre de fiches, parce qu'il y a beaucoup de fiches selon les spécialités et même dans une spécialité selon les contextes. Alors, quelqu'un dit qu'il ne m'entend pas bien. Est-ce que Camille ne m'entend pas bien? Un peu mal la voix, un peu basse. OK, je vais parler fort et vous me direz si c'est mieux. Est-ce que vous avez la même observation que Dr Kamisoko qui dit qu'il m'entend faiblement? Si oui, merci de me le signaler afin que je essaie de régler ce problème. Parce que souvent, ça peut être local aussi. Ou alors, c'est bon? Ça, docteur Savadogo. Oui. Allô? Oui, je vous entends bien. Docteur Savadogo. Oui. Votre ça crasse un peu sur vous, quoi. OK, d'accord. Résoudre ce problème-là. Est-ce que maintenant, c'est beaucoup mieux? Voilà, ça va mieux. Ah, excellent. Merci de l'avoir signalé. D'accord. Merci. Je suis désolé pour cet inconfort. Voilà, j'espère que par la suite, ce sera correct, ma voix. J'étais en train de rappeler qu'on va mettre l'accent dans ce cours sur le dossier médical, les aspects cliniques notamment. Après que vous ayez vu l'aspect administratif, financier et un peu les questions d'assurance dans les précédents cours. Donc, pour nous, il est important que l'outil qu'on a utilisé dans ce cadre-là, que vous ayez un aperçu là-dessus sur ce qu'il peut faire. Non pas toutes les fonctionnalités, mais en tout cas quelques-uns qui ont un lien direct avec votre pratique médicale. Et donc, vous avez vu que OpenClinic était un logiciel qui était dans la catégorie des SIH, donc des systèmes d'information hospitaliers. Et n'entendons pas par hospitalier que ça s'utilise uniquement au niveau hospitalier, donc au niveau hôpital. Ça peut s'adapter à tous les niveaux des établissements de soins, que ce soit au niveau hôpital de district, au niveau centre de santé communautaire, dans le privé comme les cliniques, les cabinets, etc. Cela parce que sa structure est en lien avec les activités de ces différents niveaux-là du moment où
on peut développer des écrans ou plutôt des fiches adaptées à tous les niveaux. L'information générée va nettement refléter les données enregistrées. Donc, l'aspect H hospitalier n'est qu'une catégorisation en fait, des logiciels que nous retrouvons. Et on a aussi vu que OpenClinic est un logiciel qui a qui a des modules qui permettent donc de gérer certains aspects des plans de santé. Par exemple, le module administratif et financier va s'occuper de tout ce qui est gestion des patients, leur enregistrement, leur identification, les recherches, etc., et les contacts qu'on va leur donner, donc les raisons de leur visite dans l'établissement. Ça va gérer aussi tout ce qui est finances, prestations, recettes, etc., entrée sur les caisses. Il y a aussi des modules de dossier médical électronique que nous allons aborder. Il y a des modules de la pharmacie qui va non pas seulement se limiter à la vente de la pharmacie, mais à la dispensation de médicaments et la prescription électronique. Donc, on voit que c'est à cheval entre le personnel de santé et le personnel clinique et de la pharmacie. Quand les médecins prescrivent, donc le pharmacien va livrer le médicament, donc faire la dispensation de médicaments. Ça peut concerner aussi les aspects techniques, comme l'imagerie, comme le laboratoire. On va faire un exemple du cas du laboratoire, et entre autres, donc gestion des documents, donc des archives, gestion des références, évacuation, entre autres. Donc, il y a beaucoup de modules, donc beaucoup de briques dans l'outil. Maintenant, l'utilisation de ces briques va dépendre du périmètre d'informatisation d'un établissement. Donc, ça va dépendre nettement de cela. Donc, chaque utilisateur doit ou va encoder des informations à son niveau et toutes ces informations seront rendues disponibles à qui a droit aussi dans le cadre de son travail. Donc, ceci est important pour la compréhension d'OpenClinic. Donc, pour notre cas clinique, on va essayer ensemble, on va essayer de construire un dossier. On va d'abord retrouver le patient grâce à son identifiant ou son numéro de dossier. J'ai pris un exemple là, on va faire ensemble. Ou alors, on peut le retrouver aussi avec le numéro de téléphone indiqué. Et par après, on va essayer de remplir le dossier médical électronique avec des symptômes que nous retrouvons dans le cas d'une gastrite et les traitements aussi qui est donné souvent dans ce cas-là. Après, on va donner un rendez-vous au patient et on va aussi mettre dans son dossier un avertissement. À chaque étape, je vais expliquer qu'est-ce qui est contenu dans ces différents volets-là. Et vous allez voir comment est-ce que le DME va être structuré. On verra aussi le SPT, donc stratégie plein de traitement, qui est une stratégie qui a été développée dans l'outil OpenClinic au Burundi. Mais bien entendu, ça peut être utilisé dans beaucoup de pays qui partagent les mêmes réalités ou ça peut s'adapter aux besoins de chaque pays selon les stratégies mises en place pour gérer certains cas dans la prise en charge au niveau de la première ligne. Ça utilise des données basées sur des preuves et c'est documenté le plus souvent par des fiches techniques pour aider les utilisateurs à prendre en charge ou à orienter des cas qui dépassent leur niveau de compétence. On s'imagine donc niveau CSCOM de première ligne, si on retrouve des cas basés sur un questionnaire en posant des questions aux malades sur la présence ou l'absence de certains symptômes en les cochant. Alors, le logiciel va donc suggérer à l'utilisateur de prendre en charge ce patient-là en utilisant telle chose ou en se référant à telle fiche technique dédiée à cette prise en charge-là ou alors de référer selon les cas le patient à un niveau supérieur. Donc, ça peut être utile dans des situations où on n'a pas de médecin et que ce personnel a besoin d'être accompagné dans sa prise de décision et dans la prise en charge clairement du patient. On va donc faire quelques exemples sur cette SPT-là pour voir comment ça va se présenter et ça vous permettra de savoir si ça peut être utile pour vous dans votre pratique dans la vie. On a ensuite un autre outil qui s'appelle l'assistant clinique. L'assistant clinique va aider l'utilisateur dans la prescription médicale parce que si les médicaments sont bien configurés dans le logiciel, ça pourra aider à voir s'il y a on va dire comment ce terme échappe à chaque fois.
j'entends une incompatibilité, non, ce n'est pas une incompatibilité médicamenteuse, non, c'est un autre terme, ça va me revenir. Des interactions médicamenteuses, voilà. S'il y a des interactions médicamenteuses qui ne peuvent pas être acceptées dans la prescription, ça prend aussi cela et ça pourra aussi faire un lien avec les diagnostics retenus en fonction des symptômes qui sont dans le dossier. Donc, c'est un peu le contrôle de tout ce qui est clinique en lien avec le traitement. Et cela marche grâce à des modèles mathématiques qui sont inclus dans le logiciel, basés sur des clusters, mais aussi avec la théorie bayésienne, qui vont donc permettre de regarder la présence de certains éléments, voir s'il y a un lien avec les preuves qui sont dans la base des connaissances médicales. Et à ce moment-là, il pourra faire des suggestions au médecin pour qu'il puisse ajuster soit son diagnostic en vérifiant la présence ou non d'autres éléments qui peuvent le réconforter dans la certitude de son diagnostic. Et puis après, dans son traitement, influencer éventuellement s'il doit ajuster les molécules ou changer les prières de piste afin de limiter ces interactions-là si ce n'est pas majeur. Et on verra que dans Open Clinic, c'est un aspect qui est indispensable à faire si seulement si on a un contact actif. Un contact, c'est que dans le dossier du malade, il faudrait qu'on ait un motif, une raison. On déclare qu'il y a une visite pour ce malade-là dans le dossier. Autrement, on ne pourra pas utiliser. Ça, on va dire, c'est quelque chose d'assez important dans le dossier clinique. Il faut chaque fois dire que le malade est là aujourd'hui pour qu'on puisse ajouter des données cliniques. Donc, si le malade n'est pas là, on suppose qu'on ne peut pas ajouter de données cliniques. Le dernier outil qu'on appelle Ikirezi, donc c'est quoi Ikirezi? C'est un mot swahili qui veut dire, qui va vouloir dire bijou ou en tout cas quelque chose qui est en lien avec la beauté. Donc, ça traduit un peu l'intelligence artificielle de clinique, qui est basée aussi sur des maladies qu'on peut soigner dans les pays tropicaux. Donc, ça a été imaginé que ça ne sert à rien de faire de la prédiction sur des maladies qui ne peuvent pas être guéries dans notre contexte. Ce n'est pas pertinent. Mais plutôt, ça va donc permettre à l'utilisateur de ne pas occulter des diagnostics pertinents dans un contexte précis. Et cela en utilisant déjà 2 symptômes de base. On va essayer l'outil va essayer de prédire des diagnostics à ne pas occulter ou des symptômes à ne pas occulter seulement si il y a la présence de telle hypothèse. Donc, c'est comme un outil qui va vous permettre de compléter un diagnostic en donnant de l'information à la base des connaissances. Qui parle d'intelligence artificielle va forcément parler de la disponibilité de l'information ou de la donnée. Ça, c'est le plus grand défi quand on parle d'intelligence artificielle parce que c'est supposé être des machines qui apprennent en fonction des données que nous leur donnons. Plus on donne suffisamment d'informations, plus la machine est rodée pour prédire. Donc, c'est un peu ça. C'est comme si vous faites vos analyses statistiques et que la puissance de vos résultats va dépendre de votre échantillon. Plus l'échantillon est petit, plus votre résultat n'est pas puissant, n'est pas très significatif. Mais quand vous avez une étude avec un très grand nombre d'échantillons, alors là, vous avez vraiment des résultats qui reflètent mieux la réalité. Donc, c'est à peu près le même sens. Donc, Ikirezi, finalement, va permettre d'aider, en dehors des contextes cliniques réels, d'aider les utilisateurs à faire de l'entraînement cérébral dans le raisonnement médical, dans le raisonnement clinique. Parce qu'on va partir de 2 symptômes, on va imaginer si j'ai 2 symptômes, quelles sont les hypothèses possibles. Donc, on essaye d'éliminer ou de confirmer des hypothèses au fur et à mesure. Donc, là, on va le confronter avec la connaissance médicale de l'apprenant pour faire en sorte qu'il y ait une sorte d'apprentissage aussi. Pourquoi cela? Parce qu'il ne faut pas s'attendre aussi que c'est l'électronique qui va prendre la place du médecin. Non, l'électronique a le rôle de servir de mémoire parce que ça peut stocker beaucoup d'informations que nous ne pouvons pas stocker. Et même si nous stockons, peut-être qu'on aurait du mal à retrouver toutes ces informations dans le meilleur moment. Donc, c'est ça un peu la différence entre l'humain et la machine de façon globale. Nous, on a l'intelligence de trouver les choses, de conceptualiser, et la machine a la grande capacité de mémorisation. Et elle a la grande capacité aussi de nous donner ce que nous lui demandons dans de meilleurs délais. Alors que pour nous, il nous faut réfléchir, prendre du temps. L'exemple là que moi, j'ai eu du mal à retrouver le mot
Voilà. Vous voyez, ça, un biais de mémoire, ça revient. Interaction médicamenteuse. Et je suis sûr que la machine m'aurait donné ça en un fragment de seconde. Voyez-vous? Donc, ça, il faut comprendre donc, ces outils-là dans ce contexte-là. Donc, ça ne va nullement remplacer le médecin, mais ça a pour rôle de soutenir une pratique, d'aider à la prise de décision. Donc, sur ce, on va faire la démonstration maintenant parce que c'est juste quelques slides qui définissaient ce qu'on va faire par la suite des choses. On va faire la démonstration maintenant et je vais essayer de commenter les écrans au fur et à mesure. Cela va vous aider aussi à compléter l'information que vous avez déjà. Donc, l'outil étant une solution orientée web, ça suppose qu'on a un navigateur qui va nous permettre de se connecter au logiciel qui est lui-même installé sur un serveur, donc une machine qui va forcément être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que ça ne s'arrête pas. On ne sait pas quand est-ce qu'un patient va venir ou quand est-ce qu'on va vouloir demander une information. Donc, il faut que la disponibilité soit assurée. Et pour utiliser l'outil, il faut que chaque utilisateur ait un code d'accès. Donc, c'est des mesures de sécurité. On ne peut se connecter à un système comme cela ou n'importe quel autre système que si on a un code d'accès. Et le code d'accès est donné par l'administrateur du système. Donc, moi, je vais me connecter avec mon compte et mon mot de passe. Je vais me connecter pour me loguer sur le logiciel OpenClinic. Et là, ma connexion a réussi parce que j'ai un message de bienvenue qui confirme mon identité. On me dit bienvenue Souleymane Savadogo, donc cela veut dire que je suis la bonne personne qui s'est connectée avec les bonnes informations d'accès. Donc, dans le logiciel, vous avez déjà vu qu'il y a une fenêtre, une zone de recherche avec différents champs. Le rôle de chacun de ces champs va vous permettre de retrouver un dossier, donc d'ouvrir un dossier d'un malade. Alors, on va partir de la base qu'on a un patient sous la main. On a un patient sous la main, on est dans notre box de consultation, on va ouvrir le dossier de ce patient-là en supposant qu'il y a le préliminaire qui a été fait au niveau du bureau des entrées ou au niveau de l'accueil de votre établissement de soins. Donc, à titre de rappel, j'avais mis ici dans cette diapositive le numéro du dossier que nous pouvons utiliser, qui est un numéro unique qu'on appelle aussi identifiant du patient ou ID patient. Donc, dans mon cas, dans notre exemple-là, c'est le 9967 qu'on va utiliser. Et le patient va donc rentrer dans notre bureau sur son ticket de consultation ou sa facture. Cette information va être marquée. Ou dans les établissements plus sophistiqués, le patient pourra avoir une carte patient sur laquelle on va aussi avoir cette information. Dans tous les cas, on doit avoir un critère de recherche idéalement fiable et unique pour le patient. Donc, nous allons utiliser son identifiant. Si nous n'avions pas cela, on aurait pu se baser sur son numéro de téléphone pour ouvrir son dossier. Donc, on va faire l'exercice que j'ai son identifiant ou son numéro de dossier, que je vais saisir dans le champ numéro de dossier. Après, je vais cliquer sur le bouton « Chercher » pour voir si ce numéro correspond à un dossier dans la base de données du dossier. Et on voit bien que j'ai de l'information qui s'affiche maintenant. Ça veut dire qu'un dossier a été trouvé et les informations ont été récupérées dans les champs de recherche. Je vais prendre un temps pour annoter. Comme ça, on va pouvoir voir. Voilà. Donc là, par exemple, on a le champ nom qui a été renseigné, le champ prénom a été renseigné, on voit une date de naissance qui a été renseignée là, et en parenthèse, on voit qu'il s'agit d'un homme de 34,9 mois, et entre autres, voilà. Donc on a des informations ici. Et directement, moi, je suis tombé sur le dossier médical parce qu'on suppose que quand on est médecin, on doit accéder directement dans le dossier médical du patient, ce qui est mon cas. Et dans différents volets, on a l'information qui est structurée. On a un volet administratif qui nous montre le statut du contact. Donc, ça veut dire que est-ce qu'on a un contact actif? Est-ce que le malade, il nous voit aujourd'hui? Est-ce que le bureau des entrées ou l'accueil a autorisé le patient à une visite aujourd'hui? Et si oui, la date, elle est là et le service d'accueil est là. J'ai pris le laboratoire parce que l'instance qui
qui est sur mon ordinateur localement. C'est un service laboratoire qui est configuré. Donc, comme il s'agit juste d'une démonstration, je ne l'ai pas changé. Ça aurait pu être normalement, par exemple, médecine générale, neurologie, cardiologie, en fonction des unités ou des spécialités disponibles dans votre établissement de soins. Comme ça, on saura que, ah oui, ce malade a été bien envoyé dans la bonne unité de soins. Après, les aspects financiers qui sont là, très souvent, les médecins n'ont pas une visibilité sur les aspects financiers. Ce sont le personnel administratif et financier qui ont beaucoup plus un regard de ce point de vue-là. Mais il est possible, par exemple, que vous voyez sur le malade, il a payé son billet aujourd'hui. S'il y avait une facture encodée pour ce patient, on aurait pu voir la dernière facture. Par exemple, consultation en lien avec votre unité ou votre spécialité, vous aurez pu le lire ici. Cela va vous réconforter que le malade il a bien payé sa consultation pour la prestation du jour. On voit des informations sur l'assurance. On voit que ce patient est assuré à l'AMO. On a son numéro d'assurance et on voit que son assurance est active. Okay? Donc, ça, c'est les informations administratives. Et plus bas, il y a le volet médical qui commence. Là, on a un volet planning qui sous-entend des activités prévues pour le malade. Ça peut être, par exemple, un rendez-vous pour n'importe quelle autre activité médicale. Hein. Ça peut être une prise de sang, un examen à réaliser, ça peut être une consultation à faire, toute autre chose qui est prévue dans son dossier. Donc, on saura bien que, ah oui, à telle date, tel acte est attendu pour le patient. D'un point de vue médical, là, clairement, on voit le volet pharmacie qui se veut retracer les prescriptions pour le médicament. On va faire un exemple. Le volet vaccination va montrer ici une suggestion du vaccin ou de l'antigène à faire pour ce malade en lien avec son âge, 34 ans. On suppose que lui, il pourra peut-être faire une vaccination contre le tétanos. Et vu que dans son dossier, on n'a pas une information que le vaccin contre le tétanos a été fait, donc on propose la première dose du vaccin contre le tétanos. Les avertissements, comme je le disais dans l'introduction, c'est toute chose voir sur le patient que les autres personnels soignants doivent savoir sur son état afin d'éviter les erreurs. Ça pourra être des cas d'allergie, ça pourra être aussi d'autres contextes qui sont impératifs à connaître sur l'état de santé de ce malade. Donc, on imagine que si vous suivez un malade qui a une particularité et qui est indispensable à savoir pour sa prise en charge, vous devez le mentionner à ce niveau-là pour qu'on ne l'occulte pas. La liste des problèmes, c'est considéré comme des choses, des éléments qui sont vraiment patents pour le patient. Ça peut être, par exemple, s'il s'agit d'un malade diabétique qui a une plaie qui a du mal à cicatriser, qui est considéré comme étant un problème parce que le fardeau est lourd pour le patient, ça va être ce cas-là, ou un patient qui a un problème chronique difficilement géré, ça peut être toute autre chose qui le médecin va définir comme c'est vraiment ça, un fardeau lourd pour le patient. Donc, dans ce cas-là, ça peut être considéré comme étant un problème de santé pour le patient. La cause de la constatation pour le contact actif, c'est dire aujourd'hui, le patient, il se plaint de quoi? C'est quoi la cause de la consultation aujourd'hui? C'est ce qu'on entend par la cause de constatation du contact actif. Le contact actif étant le contact, comment on appelle ça? Les causes pour sa visite du jour. Plus bas, nous avons les documents cliniques. Les documents cliniques, c'est tout document ou toute fiche clinique que le personnel habilité pourra encoder dans le dossier du malade. Ce sera en fait là les pages dans lesquelles on va écrire ce que vous aurez observé, ce que vous aurez compris ou ce que vous aurez prescrit pour le malade. Là, par exemple, on voit qu'il y a quelques fiches, mais ils sont tous de type demande laboratoire qui a été enregistré par différents utilisateurs à ce niveau-là et à différentes dates. Et dans les documents cliniques, vous voyez que là, on a par exemple un bouton plus. Le bouton plus va vouloir dire qu'à cette date-là, il y a eu 2 documents qui ont été enregistrés de même type. Donc là, si je clique sur le plus, par exemple, on va voir qu'à midi 20 de la date du 14 septembre et à 0h, on a encodé des demandes laboratoires par le même utilisateur. Donc, ce qui fait que il va juste regrouper ces demandes-là et en mettant la mention plus au besoin de pouvoir développer pour voir chaque fiche séparée. Donc, quand on se réfère à notre cas clinique là, on a déjà ouvert le dossier de notre malade. Donc, il s'agit d'un monsieur, donc d'un individu de 34 ans
qui va donc venir pour un problème de gastrite. Donc, on va donc imaginer le contenu de son dossier et ensemble, on va remplir son dossier. Alors, les fiches cliniques aussi sont dépendantes du profil ou du service de l'utilisateur. Selon qu'on soit au service de cardiologie ou au service de gastro-entérologie ou au service d'ophtalmo-ORL, entre autres, les écrans que nous voyons peuvent être définis afin de nous rendre facile leur choix et leur utilisation. Donc, notre exemple va se baser sur ce cas. Donc, on va utiliser une fiche de consultation classique, donc réutilisable par presque toutes les spécialités de façon globale en laissant de côté les spécificités de certains domaines. D'accord? Alors, on va cliquer sur la petite page blanche du document clinique là pour aller chercher ou utiliser une nouvelle fiche que nous allons encoder. Dans OpenClinic, on a la possibilité d'ajouter différentes fiches qui sont classées par examens globaux et le service auquel on est rattaché. Donc, ça, c'est juste… moi, je suis rattaché à ce service-là. Vous le voyez en parenthèse, etc. Mais ça pourrait être différent d'un utilisateur à un autre. Dans les examens globaux, on peut encoder des protocoles de surveillance, faire une demande laboratoire. Et si on voit une date de vente, ça veut dire que ça, c'est la dernière date d'utilisation de cette fiche-là, dans ce cas précis de demande laboratoire. Mais au besoin, on peut ajouter une nouvelle fiche. On peut demander une imagerie médicale. On peut demander un examen d'un APAT. On peut faire une lettre de référence contre référence, etc. Prescription de soins, entre autres. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est la fiche de consultation externe qui est un modèle transversal où on trouve les différents temps de l'examen clinique. Donc, je vais cliquer sur le bouton nouveau en face de consultation externe, entre parenthèses, modèle CHUGT. Pourquoi? Parce que bon, c'est sur leurs besoins qu'on a adapté ce modèle-là, mais ça peut être aussi utilisé et réutilisé par d'autres structures de santé. Donc, dans cette fiche ou dans ce dossier-là, on voit qu'il y a la mention de la date qui est auto-conduite, voilà, qui est conduite automatiquement en prenant en compte la date du jour et l'heure à laquelle je vous parle là. On a les signes vitaux, donc la température, donc ça suppose qu'on a examiné le malade ou la secrétaire médicale ou l'infirmière a déjà fait ce travail-là. Nous, on va faire des exemples. Alors, il s'agit d'un monsieur, il vient nous voir, sa température, on va supposer qu'il n'est pas fébrile, donc il a 36 degrés. Donc, je clique dans le champ de température, 36 degrés. La taille de ce patient, on va dire, c'est exprimé en centimètres, donc on va dire 175 centimètres. Son poids, on suppose qu'on lui a pesé, il fait 63 kg. Et sa saturation en oxygène, bon, j'imagine qu'on ne l'a pas mesuré. La tour de taille, on ne l'a pas mesuré non plus, etc. Donc, la tension artérielle, on va supposer qu'on la prise. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider aussi à comprendre ces informations basées sur vos expériences. Qui est à l'aise pour activer son microphone, fait qu'on fasse cet exercice ensemble. Donc, tout le monde ne pourra pas parler à la fin. Ou alors, je vais peut-être proposer quelqu'un. Technospark 3. Là, je ne suis pas content de lire votre nom en Technospark 3 parce qu'on n'avait pas lu cela. Ce sont des choses qui peuvent vous faire perdre des points. Donc, oui, je ne vais pas vous choisir. Dr Hassan Koulibaly, est-ce que vous êtes disposé à m'accompagner dans le remplissage de ce dossier? Est-ce que vous m'entendez correctement, Dr Hassan? Allô, Dr Sabadoumi? Oui, ravi de vous entendre, Dr Hassan. Allô? Est-ce que vous êtes… Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous demande des détails dans le cadre de remplissage de ce dossier-là? Oui. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Alors, vous proposez combien comme tension artérielle à notre patient? On va prendre 14-10. Donc, comme c'est un millimètre mercure, on va prendre 140. 140. Voilà. 100. 100. Voilà. Ça marche. Parce que l'unité aussi est important à considérer. OK? Alors, sa fréquence respiratoire, même si ce n'est pas pertinent avec le contexte qu'on a dit, mais bon, c'est juste des signes vitaux qu'on peut mettre. Fréquence respiratoire, vous estimez à combien de cycles par minute? Peut-être 25. Et la fréquence cardiaque? La fréquence cardiaque, on va le prendre à 120. Merci. Voilà, donc, on a mis quelques détails par rapport aux signes vitaux.
Maintenant, pour les antécédents de ce patient-là, qui était notre jeune, qu'est-ce qu'on va imaginer comme antécédent? Après, on a les champs pour les signes généraux, un peu l'historique, les symptômes. On va être assez smart pour gagner du temps, mais il faut qu'on mette un peu de contenu pour refléter ça. Donc, on a là les différents temps de l'examen. On va y arriver. Donc, déjà, comme antécédent, qu'est-ce que vous pouvez dire? Un peu diabétique et hypertendu connu. OK. Merci. Alors, comme signes généraux, donc vous voyez que là, quand on clique dans la case ou dans le champ de signes généraux, on a une petite jumelle, une icône qui s'active là. Donc, l'idée, c'est que quand on clique sur cette icône-là, on a dans le volet de droite des propositions ou des signes généraux courants. Classés par signes généraux. Là, on a par exemple amaigrissement, anorexie, etc., etc. Donc, ce ne sont pas des signes-là exhaustifs qu'on peut en fait améliorer ou mettre à jour cela. Mais par défaut, c'est pour faciliter le choix des signes généraux selon les champs. Voilà. Donc, en considérant cela et dans notre contexte clinique, sur ce que vous voyez, en espérant que vous voyez correctement l'écran, quels sont les signes généraux que nous pouvons choisir? Au moins 2. Moi, j'ai du mal à lire ça. Hein. Ah oui, donc je vais vous aider. Alors, il y a l'amaigrissement, anorexie, arthralgie, asthénie, fièvre, frisson, froideur des extrémités. Oui. Asthénie, fièvre. Asthénie. Fièvre aussi. Alors, on ne peut pas prendre fièvre parce qu'on a mis dans les signes vitaux 36 degrés. Ça, ce n'est pas vraiment fébrile. Bon, ça aussi, on fait fixe ça. Non, on laisse fièvre. Voilà. Donc, on prend asthénie peut-être et anorexie. Anorexie, oui. Voilà. Donc, ça, ce sont là les 2 signes généraux que nous avons choisis. Mais s'il y a des éléments qui ne sont pas dans cette liste-là, on peut toutefois écrire dans le champ de texte toute autre information complémentaire. Donc, l'historique de la maladie, là, on peut être amené à parler de l'histoire de la maladie, comment c'est survenu, etc. Bon, je pense que ça fait beaucoup de choses à écrire, je vais sauter ça. Maintenant, je viens dans le champ symptômes. Dans symptômes, là aussi, on a des symptômes répartis par les grands appareils neurologiques, digestifs, respiratoires, cardiovasculaires, cutaneo-muqueux, gynéco-urinaires et appareils locomoteur. Donc, selon les cas, on peut être amené à choisir aussi un des éléments comme symptômes dans la liste du volet de droite. Mais si on ne trouve pas notre bonheur à ce niveau-là, on peut à tout moment donné aussi saisir en texte libre le symptôme d'intérêt. Alors, si je viens sur l'appareil digestif, je regarde. Donc, Hassan, on a, moi, je veux, alors, je regarde déjà. Ah non, je suis sur neurologique. Pardon? Donc, on a les ballonnements abdominaux. Est-ce qu'il y a régulièrement un ballonnement abdominal dans les cas de gastrite? C'est peut-être pas fréquent. Dans le cas d'un gastrite, ballonnement abdominal, oui. Mais est-ce que c'est fréquent? Bon, on le prend. On peut le prendre. Ok, on le prend. Ensuite, qu'est-ce qui m'intéresserait? Pas d'autres choses ici. Sécheresse buccale, non, je fais économie. D'un point de vue cardiovasculaire, pas d'œdème, pas de varices, on va supposer. Cutaneo-muqueux. Plus de détails. Okay. Bon, on va avancer. C'est juste quelques exemples là. Pas la peine de tout choisir. Après, on peut renseigner les examens déjà réalisés chez ce patient. Si dans le passé, il dit que oui, j'ai déjà vu tel médecin, j'ai déjà eu tel traitement ou tel examen réalisé, on peut donc renseigner dans
dans ce champ-là. Et à l'auscultation, qu'est-ce qu'on a, si on a ausculté, qu'est-ce qu'on a eu? On met aussi les valeurs de l'auscultation dans ce champ-là. Puis à la percussion, l'observation, on le met aussi. Si soit un toucher rectal ou toucher vaginal, selon les cas, on pourra renseigner aussi. Donc, c'est sexe dépendant à ce niveau-là. Et après, on fait un résumé clinique ou un résumé syndromique, comme on a l'expérience de le faire aussi dans le dossier papier, en fait. Est-ce que vous avez une proposition pour cela, Hassan? En résumé? Oui. Bon. Juste une phrase ou deux. Patient diabétique hypertendu connu. Ajouter aussi quel examen à retrouver, il ne faut pas oublier. Donc, bon, les signes cliniques qu'on avait pris, ça c'était une douleur abdominale, non? Alors, on a un ballonnement abdominal, on a une asthénie, on a une anorexie avec des antécédents de diabète et d'hypertension. D'accord. Oh, on a déjà parlé des antécédents de diabète. On dit que patient hypertendu et diabétique connu qui consulte pour asthénie, anorexie. Il consulte. D'accord. Super. Donc, voilà, on peut se limiter à cela. Hein. C'est pour des questions de gestion de temps. Sinon, on peut vraiment être complet. D'accord. Après, le champ qui suit, c'est les examens techniques et les résultats. Souvent, il peut arriver que les malades viennent avec certains examens déjà réalisés. Ça peut être, par exemple, le résultat d'un examen laboratoire ou d'une imagerie ou de toute autre exploration. Donc, si c'est pertinent, on l'ajoute dans ce champ-là, les examens techniques réalisés et leurs résultats. Maintenant, le traitement, dans le champ de traitement, on peut donner le traitement pour le malade. Donc déjà, comme c'est à titre de mémoire ici, je vais vous montrer aussi comment on fait la prescription électronique, mais déjà, ça va rester dans le dossier. Donc le traitement pour ce patient-là, ce sera quoi pour vous? Vous connaissez déjà le terrain, quel sera le traitement proposé? On connaît déjà les terrains. On connaît déjà les terrains, on va lui donner ses antihypertenseurs et son antidiabétique. Okay. Si on veut être, on reste dans les grandes lignes, on va dire antihypertenseur et antidiabétique. Dépendre un produit. Bon, on pourra faire ça dans la prescription médicale. Sinon, on met le produit, on met le dosage, on met si on veut la quantité. Après, on peut nous donner la posologie. Donc, on peut... Mais comme on est dans un exemple là, on peut faire l'économie de ne pas mettre beaucoup d'informations et au besoin. D'accord. Donc, antihypertenseur et antidiabétique. Antidiabétique. Et les un pansement gastrique aussi. Parce que un pansement gastrique. Alors, vous, aujourd'hui, donc voilà, est-ce on peut dire qu'on a un diagnostic final? Généralement, le diagnostic final, on revient on imagine bien hein, dans la démarche médicale, on peut revenir pour renseigner le diagnostic final. C'est un champ qui peut être modifié. D'autant plus que c'est vous qui avez ajouté ce dossier-là, donc vous pouvez modifier le contenu quand vous avez de meilleurs éléments en faveur d'un diagnostic. Mais souvent, au début, on peut être amené à faire des hypothèses diagnostiques. Si on a donné des explorations à faire et en attente de ces résultats-là, on peut être bon, je pense plutôt à tel diagnostic et après, on peut le mettre. Mais comme on est en simulation là, quelle est votre proposition de diagnostic? Je suppose que déjà, on a dit diabète, on a dit hypertension. Ça, c'est des choses qui seront déjà toujours là. On va faire des hypothèses. Voilà. On va faire des hypothèses diagnostiques. Diabète de type 2 peut-être. HTA, hypertension artérielle. Oui. Et avec sa gastrite, là, comme on est en train de le donner un pansement gastrique, donc on suppose qu'il a une gastrite.
gastrite. On va mettre ces trois-là. Donc, s'il y a des informations à mettre pour le suivi du patient, si on veut, on va dire, les consignes en termes de suivi et tout ça, on mettra les informations en lien avec ça. Mais s'il n'y a pas de particularité, pour l'instant, on va sauter. Et s'il y a des observations aussi, on va mettre ces observations-là. Donc, il y a tous les champs qui sont prévus pour ajouter de l'information faite pour ne pas occulter une information. D'accord. Alors, donc, vous voyez, là, on avait le champ hypothèse aussi. Hein. On a mis, donc, je vais copier-coller, en fait. Je vais laisser le champ diagnostic final vide. Et ce qu'on a fait comme hypothèse, là, je vais les mettre dans le champ hypothèse diagnostic. Mais il y avait déjà un champ pour ça. Donc là, on a mis quelques informations sur notre dossier. Donc, on va sauvegarder notre fiche. Cliquant en bas sur le bouton sauvegarde, comme ça. Et quand on reste toujours sur le résumé médical, on voit qu'il y a une ligne qui s'est ajoutée avec la date du 28 octobre là, 14h41, donc de type consultation externe, encodée par mois. Donc, je peux réouvrir cette fiche-là en regardant les mêmes informations et en les mettant à jour. Donc, si ce patient va voir Dr Konipo après, Dr Konipo aussi va pouvoir voir ce que vous avez fait, même si elle ne va pas changer, elle va quand même savoir ce qui a été fait pour continuer la prise en charge. Peut-être en faisant une prescription dans le même sens que celui-là. D'accord? Donc, ça, c'est une fiche classique. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va essayer de faire une prescription de médicaments. Une prescription de médicaments avec Open Clinic, donc une prescription assistée. Là, de la bonne façon, comment on va prescrire un médicament. Parce que là, dans le volet pharmacie, on ne voit aucune information. Parce qu'on n'a pas utilisé la façon dont le logiciel se comporte pour récupérer une prescription électronique. Alors, prescrire un médicament dans Open Clinic ou dans n'importe quel autre logiciel de dossier médical électronique suppose qu'il y a déjà une base de médicaments dans le logiciel. En fait, c'est ça, ce n'est pas par défaut, c'est à ajouter, c'est à configurer. Par exemple, quand on est en milieu hospitalier, on doit donc savoir tous les médicaments de cet hôpital-là, que ce soit des génériques, enfin, le plus souvent c'est des génériques, parce que c'est ça la politique dans le logiciel. Donc, cela va permettre, si c'est configuré, aux médecins d'utiliser ces médicaments-là de l'établissement et à la pharmacie de faire les différentes opérations, c'est-à-dire les livraisons, etc., et toutes les opérations qui sont en lien avec leur activité. Là, en local, sur mon ordinateur, il n'y a pas une exhaustivité, mais on a quelques médicaments. On va essayer ensemble. Donc, pour faire la prescription de médicaments, on se rend sur le menu application, puis on voit une option prescription. Et dans la prescription, il y a différentes possibilités. On peut prescrire des médicaments basés donc sur la base des médicaments disponibles dans le logiciel ou créer une ordonnance papier en supposant que les médicaments que je vais prescrire ne sont pas des médicaments qui sont dans le logiciel ou qui sont dans mon établissement. Ça peut être dans un cas pratique des spécialités qui ne sont pas retrouvées au CSCOM ou au CCRED, par exemple. Donc, dans ce cas-là, on peut faire une prescription d'ordonnance papier au cas où le malade va, enfin, pas le malade, le système va récupérer le nom des médicaments dans le dossier, mais pas avec tous les détails, avec le plan de traitement, etc. Donc, ce que je propose, c'est qu'on va faire la prescription de médicaments, la première option. Là. On va cliquer là-dessus. Et donc là, on voit que le nom du patient est récupéré parce qu'on est dans son dossier. Donc, après, on va donc chercher le produit avec le premier champ. Là où il y a les étoiles, ça veut dire que ce sont les champs obligatoires. Je clique sur la jumelle pour aller chercher le produit que je vais prescrire. Donc, Hassan, vous me donnez le nom d'un médicament générique en espérant que je l'ai dans ma base. Le paracétamol, c'est un générique. Absolument d'accord avec vous. On va essayer ça. Petit paracétamol, je cherche. Voilà. Il y a différentes formes de paracétamol. Je suppose que c'est un 500 mg comprimé que vous voulez prescrire. Oui, 500 mg comprimé. Voilà. Donc, je le sélectionne dans ma liste. Je pense que je l'ai.
J'ai choisi du paracétamol 500 mg. Donc, vous voulez qu'il soit combien de comprimés par jour? 1 gramme toutes les 6 heures. 2 grammes toutes les 6 heures. Donc, 2 grammes, c'est égal à 4 comprimés. 1 gramme. Ah, 1 gramme, ok. Ok, 1 gramme. Donc, ça fait 2 comprimés par 6 heures. Donc, la voie d'administration, c'est par voie orale. Et est-ce que vous proposez déjà une date de fin? Combien de jours de traitement vous proposez? Docteur Hassan, vous êtes en plein air? Bon, ok. Je ne sais pas il y a combien de Hassan actuellement, mais bon. Là, c'est le Hassan Ibrahim qui est en train de répondre. Je ne sais pas si vous parliez... Non. Je voyais Hassan Koulibaly, là. Non, ce n'est pas vous. Désolé. Oui, okay, c'est pas vous. Non, nous continuons. Voilà. Donc, Hassan Ibrahim, est-ce que vous pensez qu'il y a une date de fin de votre prescription de paracétamol là? Bon, souvent, on peut dire pendant 2 jours, pendant 3 jours, ça dépend. 72 heures, c'est bon. 3 jours, c'est bon. Donc, ça prendra fin le 30. Bien. Alors, là, je vais ajouter, plus bas, là, il y a un détail, mais je vais survoler. Vous voyez ici, par exemple, le schéma. Ça veut dire que nous, on a dit que 2 grammes, 1 gramme toutes les 6 heures. Ça veut dire que je peux dire au malade, dans un plan thérapeutique plus clair, à X heures, prenez 2 comprimés. Par exemple, si je dis à 8 heures, prenez 2 comprimés. Donc 1 gramme. Donc 1 gramme, oui, c'est 2 comprimés. 2 comprimés. Puis, donc dans une journée, on a combien de fois 6 heures? 4 fois 6 heures. Hein. C'est ça, Hassan? Oui. Donc 8 heures, 8 plus 6 va faire 14. Donc à 14 heures, oui. Encore 2 autres comprimés. Et puis 20 6 heures plus tard, 20 heures. Voilà. 2 autres comprimés. Donc ça fait 1 gramme. Et si je veux, à 24 heures aussi. Non, 6 heures. Donc ça veut dire 2 heures du matin. Bon, généralement... Bon, enfin bref, donc je peux me limiter à ça. Voilà, c'est pas évident. Donc maintenant, je vais ajouter le paracétamol à la prescription, au dossier du malade. Donc on va ici, un enregistrement, paracétamol, à partir d'aujourd'hui au 30, donc ça va faire 3 jours de traitement. Moi, je suis le responsable qui les prescrit, donc 2 comprimés par 6 heures. Donc, on voit qu'à livrer, on doit livrer donc 24 comprimés de paracétamol à ce patient pour que ces 3 jours de traitement puissent être complètes. On va ajouter un autre médicament. Donc, ça, c'est le paracétamol. Je viens. Donc, Hassan, deuxième molécule. De l'oméprazole, comme on avait parlé d'antécédents de gastrite. Absolument. Oméprazole. Je suppose que oméprazole 20 mg comprimé. Oui, 20 mg comprimé. Génial. Alors, la posologie? Un comprimé le soir au coucher. Donc, par jour. Voilà. Donc, 1 comprimé par jour, alors. Oui. Ça aussi, on le prend. Et vous voulez aussi que ça prenne fin dans les 3 jours ou plus que ça? Non, là, on va mettre 15 jours, 2 semaines. Je vais ajouter ça. Donc, si on veut, ici, par exemple, on peut dire les soirs au coucher. Bon, c'est pas précis, on peut pas fixer 1 heure parce que quelqu'un peut se coucher à 20 heures ou l'autre peut se coucher à 22 heures, etc. Ça ne serait pas pertinent de préciser dans le schéma thérapeutique 1 heure précise par rapport à ça. Bon, peut-être que dans la personnalisation, chez d'autres personnes, il va peut-être falloir créer un champ pour mettre, c'est-à-dire écrire, quoi. Au cas où il n'y a pas d'heure précise ici, le soir au coucher, par exemple. Oui, absolument. D'accord. Ça peut être intéressant, oui. On peut mettre ça dans le dossier, quelque chose comme ça, oui. Alors, donc, nous venons d'ajouter de l'oméprazole. Est-ce qu'on va ajouter une autre molécule? Allô? Hassan, vous m'entendez toujours? Oui, vous dites, pardon, je n'ai pas bien suivi. On va ajouter une autre molécule? Bon, je pense qu'on peut se limiter à ça et peut-être ouvrir un champ pour les mesures hygiéno-diététiques.
OK, merci. Donc, on a cliqué maintenant sur fermer et on voit dans le dossier que dans le volet pharmacie, on a les 2 molécules que nous avons prescrites à notre patient. Donc, si vous rentrez dans ce dossier, on voit les prescriptions, on voit la fiche ici. Donc, les mesures hygiéno-diététiques dont le Dr Hassan parle, on pourra venir mettre ça dans notre fiche. Par exemple, dans les observations, des particularités à faire ou des conseils qu'on aurait dû donner ou qu'on peut donner à notre patient sur son traitement ou les comportements à faire, par exemple. Voilà, ne pas manger trop tard, ne pas manger les aliments trop lourds et prendre un peu de temps après le repas avant de se coucher. Voilà. C'est intéressant. Dr Hassan, vous avez activé votre Hassan Koulibaly, je veux dire. Votre caméra est activée. Je ne sais pas si vous avez une bonne connexion aujourd'hui où vous êtes, mais on sait que généralement, ça consomme un peu la bande passante. Mais si vous arrivez à suivre et que vous entendez correctement, c'est bon. Mais si vous ne suivez pas bien, peut-être qu'il faut désactiver votre caméra pour donner la chance de mieux suivre ce qu'on est en train de dire. Ça pourra peut-être être utile. Bien. Par après, on va sauvegarder notre fiche en ajoutant les observations que le Dr Hassan Ibrahim vient de nous communiquer. Donc là, on a ajouté des médicaments à notre dossier. Très bonne chose. Alors, est-ce que maintenant, Dr Hassan, on peut donner un rendez-vous à ce patient-là? Si on veut donner un rendez-vous à ce patient, du genre, vous revenez pour un contrôle, je ne sais pas, est-ce que c'est 15 jours plus tard ou... Donner le rendez-vous après la fin de l'oméprazole, par exemple, il peut venir. OK. Vous pouvez me donner un exemple de délai, par exemple, 5 jours, 10 jours après ou... Prenons 5 jours, voir. 5 jours, OK. Donc, pour donner un rendez-vous dans le dossier du malade, on utilise le volet planning. Il y a une page blanche devant. En cliquant sur cette page blanche, c'est comme si je vais donner un nouveau rendez-vous ou un nouveau planning pour mon malade. Donc, c'est comme un calendrier, hein. C'est comme n'importe quel calendrier de votre téléphone, de votre ordinateur. On va juste choisir la date. Donc, 5 jours plus tard, on a le jeudi aujourd'hui 28. Donc, peut-être au jeudi 4 novembre, si vous êtes d'accord. Donc, ça fera une semaine ou c'est le mercredi. Prenons le mercredi, on va être 7 moins 1. Donc là, on peut donner un nouveau événement. Donc, la date sera pour le 1er novembre. Si Dr Hassan veut le recevoir à 8h ou à 9h, on peut préciser ça. On va le laisser sur 9h. Ça, c'est ça, le rendez-vous pour le monsieur. La date à laquelle l'élément sera exécuté, ce sera la même date. Si jamais l'événement est annulé entre-temps, on va voir la date d'annulation ici. Est-ce que c'est un rendez-vous provisoire? Pour l'instant, on considère le rendez-vous comme étant confirmé. Il n'y a aucun élément pour dire que c'est un rendez-vous qui n'est pas confirmé pour l'instant. Donc, il viendra pour un examen, par exemple, auprès du docteur Hassan. Et s'il y a des descriptions des particularités à mettre, on peut les ajouter ou des remarques, etc. Donc, ça, on pourra peut-être se regarder dans le dossier du malade, dans l'agenda. Donc, quand on revient sur le résumé médical, on voit maintenant une ligne dans le planning que le 1er novembre prochain, de 8h à 9h, il y a un examen qui est prévu pour Dr Hassan. Moi, je suis l'utilisateur, mais ça va peut-être le médecin qui consulte. Si c'est annulé, on verra aussi la date d'annulation. Donc, on voit bien maintenant que pour ce patient, il y a quelque chose de prévu à telle date. Donc, s'il vient, ou bien si Dr Hassan veut savoir à telle date quelles sont les consultations prévues pour moi, eh bien, il pourra voir ces différentes échéances dans son agenda. Et le malade aussi sera informé. L'intérêt est que dans des services organisés ou des services qui ont des moyens pour soutenir ce genre d'organisation, c'est de pouvoir même informer le patient si jamais il y a eu des modifications. Si jamais le docteur Hassan part en formation et que le rendez-vous est annulé, on pourra donc informer le malade en supposant que ce malade va quitter un village lointain pour venir pour son rendez-vous. Donc, avant qu'il ne fasse le déplacement, on peut dire, ah oui, le docteur n'est pas disponible, mais vous serez programmé pour une autre date. Ou alors, c'est un autre collègue qui va le recevoir finalement parce qu'ils sont une équipe soignante. Donc, on va pouvoir dire, voilà, on le met sur l'agenda de l'autre médecin parce que celui-là, initialement, ne sera plus disponible. Donc, c'est
C'est des fonctionnalités qui, je sais que dans notre contexte, c'est difficile à suivre, mais dans une autre vie, c'est quelque chose d'envisageable. Donc là, on l'a fait. Maintenant, les avertissements, comme j'étais en train de l'expliquer, c'est toute autre chose à éviter de faire ou qui est bonne à savoir sur l'état de santé du malade par l'équipe soignante. J'entends par l'équipe dès lors qu'on rentre dans le dossier et on sait que les médecins habilités ou le personnel soignant habilité va rentrer dans le dossier. Ça, c'est quelque chose qui est important à savoir, à ne pas occulter en d'autres termes. Dans notre cas, c'est un patient qui est hypertendu, qui a des problèmes de gastrite, qui est diabétique aussi. Alors, on va imaginer quelle est la chose qu'on doit ajouter qui mérite d'être connue par l'équipe soignante. On va donner le nom ici. Dr. Hassan, je suis toujours à vous. Hein. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Dr. Hassan, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, docteur Sardo, vous dites? Oui, je disais que vous allez pouvoir me donner maintenant un avertissement. En fait, un avertissement étant quelque chose qui est bon à savoir sur l'état de santé du malade, que l'équipe soignante doit savoir impérativement. On ne peut pas leur cacher ça. Dans notre contexte, c'est un malade hypertendu, diabétique, qui a des problèmes gastriques. Et donc, à votre avis, quelle est la chose qu'on peut donner comme avertissement? Bon, le fait qu'il soit hypertendu et diabétique, les deux choses-là, c'est des signes d'alerte. Et on peut ajouter, par exemple, que c'est un malade qui est peut-être indiscipliné, qui ne suit pas bien son traitement. OK. Mais en fait, ça, c'est bon à savoir. Mais en fait, je veux quelque chose qui est presque vital ou presque crucial, quoi. Parce que ça, c'est des informations en lien avec le comportement et l'antécédent du malade. On sait que quand on rentre dans ce dossier, on va voir ça dans les antécédents. Ça, c'est sûr. Maintenant, en considérant ces antécédents-là, est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, à ne pas faire ou quelque chose Bon, là, je ne sais pas. Je fais appel aux autres. Qu'est-ce que les gens peuvent proposer? Alors, la salle, est-ce que vous avez des idées? En espérant que vous nous avez bien suivi jusqu'à. Oui, allez-y, je vous écoute. Je ne vous entends pas. Mais... Bon, d'accord, je vais faire un scénario. Est-ce que vous êtes d'accord si on dit par exemple